Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. METALXS est une exclusivité Refix by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Artforce. C'est parti! Nous ne pouvions pas démarrer la saison de METALXS sans évoquer Gojira. Vous rappelez-vous ce que nous disions alors en fin d'année dans METALXS ? Extrait. Il y a un avant et un après 26 juillet 2024. Pour Gojira, pour le métal et pour la France. Une reconnaissance vis-à-vis d'un groupe qui n'a jamais rien lâché depuis sa création, il y a près de 30 ans, et qui est devenu au fil du temps, si ce n'est l'un des meilleurs ambassadeurs du métal dans le monde, certainement le plus gros succès planétaire jamais connu dans le rock en provenance de l'Hexagone. Par le petit bout de la lorgnette, vu de France, on a tendance à oublier pourquoi la notoriété de Gojira, en Amérique par exemple, n'est pas le fruit du hasard. Il suffit de prendre une calculette et d'additionner, ne serait-ce que les dates que le groupe a réalisées aux États-Unis, plus de 450. Gojira quadrille les États américains depuis 2006. Il n'est donc pas passé des petits clubs intimistes aux stades et arènes du jour au lendemain. La route a été longue. Il a fallu apprendre les règles, accepter de jouer devant des publics modestes ou clairsemés, de faire des premières parties. Mais l'expérience s'est faite. La récompense est là, d'année en année, bâtie avec intelligence et acharnement. Avec sa participation à la cérémonie des Jeux Olympiques, il est clair que le nom Gojira a éclaté au-delà de la sphère métal. Et donc, pour être certain que ce n'était pas une illusion de Français aveuglés par la fierté et un peu de chauvinisme, nous étions allés à la rencontre du groupe sur la tournée qu'il réalisait avec Korn en septembre et octobre, et avions pu nous entretenir en exclusivité avec Mario qui revenait sur l'événement. Ça a été un vecteur important dans notre carrière. Maintenant, on peut dire que c'est le plus gros truc qui nous est jamais arrivé. Maintenant, on peut le dire parce que tant qu'on n'avait pas été sur la route, c'était dur de vraiment sonder l'impact de la cérémonie. Mais là, clairement, déjà, même backstage, c'est-à-dire que chaque personne nous en parle. Même j'ai envie de te dire, dans la vie d'un peu tous les jours, quand on a un day off, l'autre jour j'étais à Toronto, il y a des gens du restaurant, quand ils ont su qu'on était Gojira, ils ont parlé direct des Olympiques. Ça revient un peu partout et de manière généralisée. C'est pas forcément que dans le milieu du métal, ça a vraiment eu un impact mainstream énorme, quoi. Et oui, et aussi on joue un petit peu de ce morceau-là. On peut pas le jouer dans l'entièreté parce qu'on n'a pas la chanteuse lyrique, on a Marina qui n'est pas avec nous, et puis on voulait pas forcément le mettre sur bande ou finalement on aurait peut-être dû, parce que ça aurait été pas mal de le jouer dans son entièreté, le morceau, mais on joue juste la première moitié du morceau, et à chaque fois qu'on lance l'intro, on lance le ah ça ira, les gens hurlent hyper fort, donc c'est quand même le signe que ça a marqué beaucoup de gens, quoi. On a le sentiment qu'au-delà de la musique, cet événement a fait entrer Gojira dans l'histoire. Alors nous, si tu veux, on n'a pas le recul total, parce que notre entourage, ils étaient un peu focus sur nous, par exemple. Même quand il s'agit de la cérémonie, tous nos proches, ils étaient plus sur le fait que soit des membres de leur famille ou des bons amis à eux jouent à la cérémonie, et après nous on côtoie la communauté métal, mais n'empêche que c'est vrai que les retours qu'on a, ils sont incroyables. Et puis après il y a eu
la presse internationale généraliste. Il y a eu que ce soit le Guardian, New York Times, CNN et tout ça. Donc ça, on voit qu'il y a eu un impact majeur. Après, moi, je peux pas te dire c'est le truc qui a marqué le plus des gens. Ça sonnerait trop prétentieux, tu vois. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler de Céline Dion, Naya Kamura et Gojira. C'est vrai que c'est les trois trucs qui ressortent un peu de cette cérémonie d'ouverture. Quelle chance on a eu, quoi. Quelle opportunité. Et je dois encore remercier Daphné Burki, Thomas Joly et Victor Lemann, parce que quand même le pari de mettre un groupe aussi extrême que nous dans une cérémonie d'ouverture dans un pays qui n'est pas un pays culturellement rock ou métal, il fallait quand même avoir une audace incroyable et on leur doit beaucoup. Donc merci les gars. And the Grammy goes to Mea Culpa. La 67e cérémonie annuelle des Grammy Awards s'est tenue le 2 février 2025 à Los Angeles. On pressentait évidemment quelque chose, mais comme Gojira, 3 fois nominé dans le passé, était déjà revenu bredouille, tout était possible. Mais le miracle a bien eu lieu. We're extremely excited to receive this award. We had the privilege to perform at the Olympic ceremony with Marina and Victor. So this is a great day for us, obviously. Here it is. We want to dedicate this award to all the bands that are pushing the boundaries. Support your local artists, support your local bands, because that's where it's at, and they're inspiring us to continue. So, but thank you very much for this. Quelques minutes après avoir reçu le gramophone doré, le groupe s'est retrouvé en coulisses pour partager ses impressions et son excitation avec les médias. I believe you are the second French rock band of any kind to ever win a Grammy. Wow. And I'm just curious how that feels, and do you have a sense that there are other bands in France right behind you who could be here next year? I didn't know we were the second French band to get a Grammy. I thought we were the first one. Now I'm a little disappointed, but it feels amazing. We never thought we would get a Grammy. We never thought of Grammys in general because we come from a niche genre, metal. I mean, Marina is opera singer, so it's a little different world, but this is a collaboration between all of us. It's absolutely incredible. We were invited to perform at the Olympic ceremony, and it led us to a Grammy on top of that. So it's really a fantastic year for us and for the metal community as well. Congratulations. What has your creative process been like with such a big group? How do you get everyone's input in? So it was back and forth because Gojira was in New York, I was in Zurich or in Paris. So we would create, each of us on his own, with Victor, who was managing the whole composition process. And then, I would add my vocals, and then they would rearrange some parts, and then I would come back to change some lyrics. And so it was a lot of back and forth, and that's the magic also of the technology of our days. We have one more question. Sorry, one more question here on the left. I wanted to apologize. I double-checked. You are the first French band. See? We're super excited, super happy to receive this Grammy. Obviously, that's not why we're doing this. We just want to feel the power of music and have fun, communicate positivity to people, and it's incredible, but this is kind of the cherry on the cake, and we want to share this with all our friends and in the metal community and the music community. And hopefully it will inspire a whole new generation to bring together different genres and see how amazing it can be. I've been a metalhead myself for more than 10 years. I'm still at heart a metalhead, and in my times there was so few women in this business, and now there are much more, and I hope this leads to a whole new generation of women in the metal business. In the opera, of course, we are many, but I'm very proud of that, and I give a tap on the shoulder to the younger me who would never have dreamt of something so amazing that what's happening tonight. And I hope it leads to more women in the metal scene.
Congratulations again. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. À présent que le groupe est de retour à la maison, l'objectif est évidemment la suite de Fortitude, paru il y a déjà 4 ans. Et puis ces 13 dates en France que nous attendons tous avec impatience. C'est la première fois depuis 2017 que le groupe prend le temps de vraiment tourner dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui l'a motivé à ce que ce soit en 2025 précisément, et pas après l'album Fortitude ? En fait, ça a été une idée de notre tourneur français. Il nous a posé un planning sur la table. Il a dit voilà, les gars, j'aimerais créer un événement en France. Et on a trouvé que c'était une super idée parce qu'effectivement, la France a été négligée en quelque sorte. Négligée, c'est pas vraiment le terme, mais c'est juste qu'on peut pas être partout et qu'on se développe à l'international et que c'est énergivore quand même. Donc faire 12 dates en France, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est simple, quoi. Mais on avait envie de le faire. Et puis quand on a su qu'on allait faire la cérémonie des Jeux Olympiques et tout, c'était une façon aussi de renforcer un truc en France. On a fait cette cérémonie et allons, on est un peu encore perché par rapport à ce truc, quoi. Tu vois, c'est-à-dire on se dit c'est presque une victoire nationale pour le métal et tout. Donc on avait envie d'enfoncer le clou en France et de faire une vraie tournée digne de ce nom et puis aussi d'amener une énorme prod pour la première fois. On va pouvoir vraiment, parce que quand tu tournes à l'international, c'est toujours en Irlande dans une salle plus petite, après tu fais Bercy, après tu vas en Scandinavie, il faut toujours adapter la production, tu sais, les décors de scène et tout ça. Et en fait le fait de devoir être adaptable comme ça t'enlève vachement de capacité, de moyens. Et là la France, on va pouvoir vraiment arriver avec une très grosse tournée parce que toutes les salles sont grandes et voilà, le but c'est d'arriver avec la plus grosse prod qu'on ait jamais eu, tu vois, et puis voilà, de célébrer le métal et avec dans notre pays, quoi, notre pays natal et avec les fans français, quoi. Ça va être trop cool. Vont-ils parvenir à faire plus fort, plus gros, plus impressionnant que les dates de l'Accor Arena et du Hellfest en 2022 ? Mario n'en doute pas un instant. Ouais, on va faire plus gros, ouais. Ah ouais. On va mettre les petits plats dans les grands, là, comme disait Joe, là, je sais pas quand, là. Non, ouais, on va faire ça bien. On a envie de justement voir où sont nos limites, jusqu'où on peut aller en termes de prod, et puis on a envie de jouer aussi peut-être le morceau des Jeux Olympiques, tu vois, dans son entièreté. On a envie d'y aller à fond, et puis bien sûr jouer des nouveaux morceaux aussi. Mario nous avait dit que ça le démangeait de revenir à des choses plus radicales que sur Fortitude. Sans nous dévoiler quoi que ce soit de secret, est-ce que le prochain album peut être une continuité de l'évolution de Fortitude, ou ont-ils envie de surprendre ? On a toujours envie de surprendre, mais on a envie de se surprendre les quatre. Et là, on est encore en calage. Je dirais que c'est la période la plus intense en termes de calage entre nous, savoir quelle direction prendre, et c'est très intéressant. C'est une période de recherche, de remise en question, de renouvellement, tu vois. Donc je sais pas ce qui va vraiment sortir de tout ça, parce qu'on a énormément d'idées dans toutes les directions. Des trucs très violents, des trucs calmes, des trucs. Et maintenant, il faut une sorte de calage, de trucs. On a envie d'être investis les quatre, un petit peu moins l'entité de Joe, Mario, tu vois. On a envie que les quatre ensemble on sorte cet album, tu vois. Donc ça, je peux pas trop t'en dire plus parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Mais oui, ça va surprendre, ouais, c'est sûr. Notre événement de taille se tiendra le 5 juillet prochain à Birmingham, puisque Gojira vient tout juste d'être annoncé à l'affiche de Back to the Beginning, le concert ultime d'Ozzy Osbourne et de Black Sabbath, où il apparaît à taille égale avec ceux dont il s'est inspiré, Metallica, Slayer et Pantera. Notez sur vos tablettes les nouvelles sorties discographiques ou les toutes prochaines à venir.
find euphoria in dystonia. Don't let me get too low. You know me well. Trivium était à Paris ce 7 février et a foulé la scène du Zénith pour la première fois depuis presque 17 ans, lorsqu'il avait alors ouvert pour Slayer. Cette date possède une symbolique très particulière, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée commune avec Bullet For My Valentine, intitulée The Poisoned Ascendancy Tour, célébrant le 20e anniversaire de leurs albums emblématiques respectifs, The Poison pour Bullet For My Valentine et Ascendancy pour Trivium. Quelques heures avant le show, METALXS a rencontré son leader, Matt Heafy, et le bassiste Paolo Gregoletto, qui savourent, eux aussi, 20 années de fructueuses collaborations communes au sein du groupe à travers une tournée très acclamée. Coming out of the UK, it's feeling pretty triumphant. Had some of the biggest shows of both us and Bullet For My Valentine's career. It was a long time coming, but to do it on a big celebration for 2 records that had obviously a big impact on people's lives and our lives, it's been incredible. Yeah, it's crazy even thinking about today, thinking about the pre-sales for this show in Zenith and Paris. First time we played this city, we played La Boule Noire, and it was about 17 people were there for our show. And they kind of didn't really know us at all. And then now here we are tonight, it's like 6,000 pre-sold for one of the most prestigious venues, so this is good times. Reprendre un album dans son intégralité sur scène impose quelles contraintes à un groupe? A lot of practice. We started practicing probably like April or May. Actually, no, April we started, and we were just once or twice a week we'd come together at our hangar and we'd play the album start to finish, just constantly getting reps, playing it, and then we were a little busy in the fall, but then we kind of got back to it leading up into Christmas time, and we literally practiced the day before we flew out. We were practicing, like we just played it a lot. And the day we arrived, we flew in and went to practice. And we have our little pig pen jam room in there, and we were practicing that the day, even in between our rehearsal days, we were practicing there. So it's like, I don't know, it's like anything. If you play a sport, like you got to take shots on the goal all the time, and to learn just second nature, like this is how it is. And that way when we get out here, it's only been focusing on the big picture, like how's the show gonna look, where do we go, how are we gonna perform. But the music has been like set in stone for a bit, because we were like, we gotta go out there and really bring our all with this. Et ont-ils apporté des éléments nouveaux ou amélioré ces titres qui ont été écrits il y a 20 ans? I mean, I wouldn't say we changed anything, but definitely 20 additional years of experience under our belt performing the same stuff. I would say it sounds even better than ever. I've been working on my voice relentlessly. In the last 10 years before this tour, I was kind of not in a funk vocally, but I was trying an entirely different technique, thinking it would get strong like the old technique. But one day, Paolo, our manager, and my wife all were like, hey, for this Ascendancy tour, you should probably try to do the way you used to do. So with all the technique and all the practicing and all the regimentation, I was able to apply the old sound, and now it's better than ever. I would argue to say that the gruff singing is better than it was on Ascendancy, the singing is better, than the screaming is much stronger. So we're all stronger than we ever were. And we never had a drummer who could play the entire album from start to finish till Alex. It's a very intense album. Like in one go. There was no drummer that could do it in one night. Relax, it's alright. Making its way inside. Relax, it's alright. Les musiciens étaient particulièrement jeunes quand l'album Ascendancy est sorti, un album qui a définitivement marqué le métal moderne et le genre metalcore. Ont-ils réalisé, quand ils avaient 18 ou 19 ans, à quel point ils portaient le poids de cette influence? I mean, in the moment, you don't really think about it like that, because it's like everything's sort of happening, and I think honestly it was just like, hey, we're out here playing shows around the world for the first time, and when Ascendancy in the UK started really blowing up, and back home in the US, it was just kind of like, whoa, like this was a lot faster than we expected. So it was kind of just like learning how to become a headline band on the fly, how you're supposed to do things, as you're sort of still kind of growing up and like figuring things out.
But like Matt said, it's like, to get to relive an album 20 years later is an interesting experience because we're putting on a show that I don't think we're capable of yet. We had all I think the sort of like, you know, in our heads, like we were ready for it, but I think like this kind of show, it took years of just being like, okay, we know how to do it without, you know, just kind of winging it. We're way more prepared now, but we had the right attitude back then, you know, kind of willed it to happen in some ways. Yeah, it's amazing seeing all these bands that we're fans of and we'll meet them or tour with them. And I'm like, you know, Ascendancy was the first album I ever got into, which is incredible. It's amazing when we have that experience. I mean, we're hanging out with amazing guy, I won't give away his identity or anything, but we were hanging out with the Sleep Token bassist and he was like, hey, Trivium was the first band I ever saw live and I love Ascendancy. He was there, we were able to become good pals with them. The Malevolence guys, the Orbit Culture guys, we talked to multiple bands who their first favorite bands are Bullet and Trivium. So it is amazing that Bullet and Trivium have both kind of paved the way for a lot of these bands over the last 20 years to come out. It's amazing. Bullet For My Valentine explose lui aussi à cette époque. Se connaissaient-ils alors? Avaient-ils entendu parler les uns des autres et comment se percevaient-ils dans ce cas? I think we heard the EP when it came out. I can't remember when we heard. It was probably as we were like coming over to the UK for the first time. I think we kind of started hearing like the EP and all that stuff. And of course, like the press was covering them, started covering us. So that's how we kind of knew each other. And then I think we met each other maybe at like the Kerrang Awards and stuff like that. But there was never any sort of like competitive vibes, I guess. It's funny because like one of the first pictures I ever saw of Bullet was Matt Tuck wearing one of our shirts. I'm like, all right, the dude's got good taste. So like, I think that maybe diffused any sort of rivalries. And honestly, like, there really was no need to be like competitive in that way because it's like both albums did so well. We were both kind of doing our own things, but like had some similarities, but also a bit different. But it was very cool to just like, you know, in that moment have a band like, whoa, you're doing something similar to us. And like, I think that album's incredible still. I mean, hearing it when they're checking songs, I'm like, man, those songs, they still hold up, man. And it's just like, it's really great to be able to hear these two things, like a time capsule for both of us and just how well they've both held up. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce a friend of ours, Mr. Matt Heafy from fucking Trivium. Give it up! Comment explique-t-il qu'ils ne jouent ensemble que pour la première fois? It's crazy it took this long, like, and it's crazy it took this long to get to know each other. So it was really, Paolo had this great idea. He's like, hey, we should get the Bullet guys down to Florida, do promo. And that was like last year, yeah. So we had Matt come down and I got to finally get to know him a lot better when I realized that the both of our bands really came up in very similar ways. So you're saying this was one of the first Trivium songs you heard? It was, yeah. We got the album off Paul Ryan, and yeah, we put it on. We had the intro, and obviously Rain was the first song that we'd heard of you guys. Damn. And it's the one song that has since then stuck in my head as my favorite Trivium song. Damn, thank you. We showed up and there was no other band around us. We didn't come up with a scene of other bands that sounded like us where we were playing the same style, them either. So we both had a very similar career trajectory, and there is no better pair than Trivium and Bullet, Bullet and Trivium. Like we've done, I think I was telling Matt, we've done like 12 or 13 different co-headline tours before. They've all been great, but never a mesh like the two of us. And this is actually their first co-headlining tour, which is interesting that we've done so many. It's just a perfect match. Perfect match. Sur scène, la production de Trivium est énorme. As we were talking about what we wanted to do on this tour, we kind of realized like
you know, we had to do something a little bit more than just like, here's the album cover on the backdrop. It was like, we got to bring this to life. But we also had to expand upon the actual artwork itself, because there's not like a ton of stuff beyond like the monster guy, which we're calling him Monty officially after our original A&R guy who signed us. Nice loud interview, guys. Yeah. Sorry. Get the full experience. That's rock and roll. Yeah. But yeah, we're basically like, we got to build a big show for this because it's our biggest, you know, co-headline tour ever. And of course, we sort of, I would say we kind of go more towards the theatrical side of a stage production, like you know, the actual physical things up there. Yeah, and like, I don't know, like just, it made sense. And now that like the inflatables have become such a big, like, easy thing to transport, you can create these larger than life things on stage that are much easier than it used to be. So yeah, we went, it was Airworks, I think the company, they're like a Dutch company. They've done stuff with Muse. They've done some stuff with Avenged Sevenfold, Monomarth. And we're like, okay, can you make our monster? And we gave them the artwork, and I'm like blown away how precise they got it. Like the detail on there, every time I see a picture of it, I'm like, it looks fake. I thought it was like an AI rendered thing, and then when I saw it in person, I was like, this is unreal. Célébrer le passé, c'est bien, mais arrive-t-il à apprécier l'instant présent? It was basically 18 years of me saying, I wish we could relive that tour. We were 18 years old, and it was such a whirlwind. It went so quickly. The glory days of Trivium being a magazine cover band, award-winning band, tour-selling up band in the UK was like 10, 12 months long. And being 18 and just wishing for this thing and it's finally there, it was a blur. So I'm finally making sure I'm very present, enjoying every moment of it. We have all these songs by muscle memory since 2005. So we're giving a show that's just so set for everyone, so we get to just enjoy it and have a great time. It's been amazing. Trivium est embarqué pour encore plusieurs mois en Europe et en Amérique du Nord, et revient ensuite durant l'été pour plusieurs festivals comme Bloodstock en Angleterre, le Reload en Allemagne et surtout le 16 août au Motocultor à Carré. Voilà, METALXS, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro avec toujours plus d'interviews, de surprises et de contenus inédits. Un immense merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de prolonger l'expérience métal sur riffx.fr. Salut!